Un homme au sommet de sa puissance, possédant tout ce que l'ambition peut convoiter, fortune, respect, silence autour de ses décisions, menait une existence réglée comme une mécanique de haute précision. Jusqu'au jour où, dans un recoin de son immense demeure, un enfant le fixa avec une gravité désarmante et prononça ce mot qui fendit le temps, « Papa ». Ce matin-là, Franc rentra plus tôt que prévu. Une réunion annulée, un retour impromptu. Il n'avait prévenu personne. Le ciel au-dessus de la ville était d'un bleu cru, sans tache, et la voiture noire le déposa au pied du portail monumental de sa résidence. Résidence ? Le mot était faible. C'était un palais déguisé en maison, un domaine où les murs respiraient la richesse ancienne et les sols de marbre étouffaient les pas comme des prières étouffées. Les allées fleuries, la piscine vaste comme un lac privé, les domestiques alignés comme des ombres bien dressées, tout témoignaient d'un monde hors du monde. Mais rien de tout cela, ni l'argent ni le prestige, ne pouvait le préparer à l'étrangeté de ce qu'il allait découvrir. Franc poussa la porte, son téléphone collé à l'oreille, la voix tendue par un email qui l'avait contrarié. Il marchait vite, comme un seigneur dans ses terres, convaincu que le silence devait s'effacer devant lui. Il ne salua personne, il ne vit rien. Il exigeait l'obéissance du décor. Mais un son discret, presque une rumeur, l'interrompit. Une voix fluette, un murmure d'enfant, derrière une colonne. Il crut à une illusion. Puis un mouvement attira son regard près d'un vase asiatique, si rare que son prix aurait pu nourrir un village entier. Il s'approcha, le front creusé d'incompréhension. Il s'attendait à voir le petit chien de Fontana ou une créature échappée du jardin. Mais ce n'était pas un animal. C'était un enfant. Assis à même le sol, les genoux terreux, les mains pleines de poussière, l'enfant faisait rouler de vieilles voitures miniatures dont les couleurs s'écaillaient. Un short froissé, un t-shirt défraîchi de super-héros, des baskets fatiguées dont les lacets pendouillaient. Rien de ce qu'il portait n'avait été acheté dans un magasin climatisé. Franc s'arrêta net. Ce garçon ne venait d'aucun des salons chics. Aucun neveu de Fontana ne ressemblait à cela. Il n'était ni invité, ni attendu. Et pourtant, il était là. Comme une énigme vivante. Ce qui le troubla davantage, ce ne fut pas l'apparence de l'enfant, mais ce regard. Un regard ancien. Un regard qui l'interrogeait, lui, Franc, comme s'il était une réponse. Il pensa que l'enfant l'avait peut-être vu à la télévision ou dans un article de journal. Ce n'était pas rare. Les hommes comme lui ne passent jamais inaperçus. Mais ce que l'enfant dit ensuite perça son cœur avec la netteté d'une flèche. Papa. Ce mot. Simple. Brut. Nu. Lancé sans tremblement. Comme une évidence. Franc se figea. Son souffle se suspendit. Le marbre sous ses pieds semblait se dérober. Quoi ? Mais l'enfant, serein, répéta. Tu es mon papa. Franc recula, comme si cette phrase avait été un coup. Il se pencha, la voix hésitante, cherchant une échappatoire. Comment tu t'appelles ? Ange, répondit l'enfant. Le prénom flotta dans l'air comme une plume suspendue. Franc le répéta à mi-voix, comme s'il essayait de rapiécer un souvenir brisé. Et plus il observait ce visage d'enfant, plus l'évidence le glaçait. Ses yeux sombres, grands, un peu tristes, ce sourcil fendu, trace jumelle d'une vieille blessure d'enfance sur son propre front. Cela ne pouvait être ni un hasard, ni une invention. C'était une empreinte. Il reprit, la gorge sèche. Où est ta maman ? L'enfant désigna du doigt l'arrière de la maison, sans un mot. Franc s'y dirigea comme un homme qui descend vers un puits dont il craint la profondeur. La cuisine était silencieuse. La lumière y entrait en oblique, comme retenue par la stupeur. Ritalive s'affairait à essuyer le plan de travail. Lorsqu'elle leva les yeux et aperçut Franc, son sourire professionnel vacilla. « Tout va bien, monsieur Franc ?» Il ne prit pas le temps d'une politesse. « Cet enfant, c'est le tien ?» Ritalive cligna des yeux, comme si la question l'avait frappé au visage. Elle répondit doucement que oui. Il s'appelait Ange. Elle l'amenait parfois quand elle ne trouvait personne pour le garder. Il ne dérangeait jamais, elle faisait attention. Franc la coupa net. Il m'a appelé papa. Un silence glacé tomba sur la pièce.
Elle détourna les yeux, puis les posa au sol, puis revint à lui. Elle chercha ses mots dans le vide. Ce sont des enfants. Parfois, ils disent des choses. Ils s'inventent des histoires. Il a dû confondre. Mais ses mots manquaient de solidité. Sa voix tremblait comme un linge mouillé. Ce n'était pas un nom. C'était une esquive. Une tentative pour éteindre l'incendie avec un souffle. Franc ne céda pas. Et son père? Où est-il? Absent. C'est tout ce qu'elle dit. Absent, comme un homme dont on ne prononce plus le nom. Elle ne voulut pas s'expliquer davantage. Elle supplia presque qu'on ne fasse pas de bruit, pas ici, pas maintenant. Franc ne répondit pas. Il s'en alla lentement, les entrailles nouées. Le marbre semblait plus froid sous ses pas. Il repassa dans le couloir. L'enfant était toujours là. Toujours assis. Toujours en train de faire rouler ses voitures, comme si son mot n'avait rien changé. Franc l'observa longuement. L'enfant leva les yeux. Et lui sourit. Ce sourire-là, il le connaissait. Et une peur sourde se glissa dans le cœur de Franc. Pas une peur mondaine, pas celle d'un contrat perdu ou d'un scandale. Une peur ancienne. Une peur d'homme nu devant sa propre vérité. Une peur qui annonce l'effondrement de tout ce que l'on croyait stable. Cette nuit-là, Franc ne dormit pas. Il se retourna dans son lit comme un homme exilé de lui-même. Les draps lui semblaient hostiles. Il fermait les yeux, et revoyait le visage d'Ange. Ses yeux. Son sourire. Sa cicatrice. Et une idée s'imposait, obsédante. Ritalive ne lui avait pas tout dit. À côté de lui, Fontana dormait paisiblement. Sa respiration était lente, régulière. Elle rêvait, peut-être. Elle n'avait aucune idée de ce qui venait de se fissurer. Franc la regarda dans l'ombre. Il savait, si Fontana apprenait, ce serait la fin de tout ce qu'ils avaient bâti. Pas un orage. Un séisme. Il ferma les yeux. Et dans l'obscurité, le mot résonnait encore. Papa. Il se retourna dans le lit, lassé, comme si le sommeil s'était échappé par une fissure invisible. Son soupir glissa dans l'obscurité comme un vent léger dans un grenier abandonné. Il se leva, pieds nus, enveloppé dans son pyjama, traversa le couloir encore chargé de l'odeur nocturne de la maison endormie et descendit vers son bureau. Là, il alluma la lampe dont la lumière pâle projetait une clarté d'hôpital sur les boiseries anciennes. Et il resta figé, muet, devant un cadre. C'était une photographie d'enfance. Lui, Franc, à peine âgé de 8 ans, debout aux côtés de son père. Ils étaient à la finca familiale, quelque part dans la chaleur poussiéreuse de Jalisco, un jour que le souvenir n'avait pas effacé. Ce jour-là, rare oasis dans un désert affectif, le soleil semblait leur appartenir. Ils se souvenaient de la chaleur presque vivante de la terre, de l'odeur épaisse de l'argile mouillée, des mouches lentes et du silence ponctué par les cris des travailleurs. Mais ce qui le frappa le plus, ce n'était pas l'instant figé, c'était ce visage. Le sien, d'enfant, et celui d'Ange aujourd'hui. Le même. Comme une copie recrachée par le destin. Un frisson le traversa. Il ouvrit une vieille boîte au fond du meuble, une capsule du passé, une cage aux souvenirs. Des albums y dormaient, couverts de poussière et de temps. Son diplôme, des fêtes anciennes, les soirées d'autrefois, avant que Fontana ne s'installe dans son existence comme un empire. Il fouilla, fébrile, ses doigts devenant des pelles. Et soudain, elle surgit, Ritalive. Plus jeune. Si différente. Belle autrement. Sur une photo, ils étaient dans la cuisine. Elle riait, tête penchée, et il lui lançait de la farine comme on jette une promesse sans l'avouer. Sur une autre, tout le personnel riait autour d'un barbecue. C'était une époque simple, sans château ni couronne, juste la légèreté d'exister. Et pourtant, cette image-là le serra. Car oui, entre eux, il y avait eu ce que les silences ne disent pas mais que le cœur grave dans les os. Une nuit. Une seule. Mais elle avait existé. Et sa mémoire, maintenant éveillée, tournait comme un tambour de guerre. Et si Ange était son fils? Et si Ritalive avait gardé ce secret dans le ventre du temps? Pourquoi se taire? Pourquoi lui dérober cette vérité? Mais si tout cela n'était que chimère,
rêve d'homme pris dans sa propre nostalgie? Il ne pouvait plus rester suspendu à ce doute. Au matin, sans prévenir Fontana, il se leva tôt, s'habilla comme on part au combat, et sortit par la porte du jardin arrière. C'était là, souvent, qu'il voyait Rita-Live étendre le linge, les bras levés comme des ailes battantes, les cheveux noués, concentrée comme une prêtresse d'un quotidien secret. Elle était là, fidèle à l'image qu'il avait pressentie, pinçant du linge sur une corde, une pince dans la bouche. Il s'approcha, lentement, presque avec crainte. Elle le vit du coin de l'œil, mais continua, le geste assuré. « Il faut qu'on parle » murmura-t-il, la voix basse, mais lourde comme une pierre. Elle suspendit son geste, baissa les bras, tourna vers lui un visage sans expression. « On s'est déjà parlé hier, monsieur Franc. »« Non, » répondit-il doucement, « on n'a pas parlé. Tu m'as servi une explication, à laquelle je n'ai jamais cru. » Son regard se fit plus dur. Elle ne répondit pas. Il n'attendit pas. « C'est mon fils ?» Les mots tombèrent comme des pierres sur le sol mouillé. Rita-Live baissa les yeux, croisa les bras, et poussa un long soupir, profond comme une rivière cachée. Sa voix, lorsqu'elle sortit, n'était ni tremblante ni hésitante. C'était une lame nue. « Ange est mon fils. Je l'élève seul. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. » Et elle ajouta, le regard fixé sur le sol comme pour y ancrer sa force. « Son père n'a jamais été là. Il ne l'est pas, et il ne le sera jamais. Mais cela n'a pas d'importance, car mon fils a tout ce qu'il lui faut. » Franc fit un pas, le cœur battant plus fort qu'il ne l'avait jamais senti. Il murmura. « Ne me mens pas. Si j'ai un fils, j'ai le droit de le savoir. » Elle redressa la tête d'un coup sec. Ses yeux, soudain en feu, le traversèrent. « Pourquoi faire? Pour l'entraîner dans ton monde de miroirs et de chiffres? Pour t'en servir comme pansement à ta conscience? Un enfant n'est pas une rédemption. » Un proverbe lui vint alors, tel un tambour du village. Celui qui cache la pluie sous sa natte finit toujours mouillé. Et dans ce jardin tranquille, entre les draps mouillés et les souvenirs fanés, deux adultes se faisaient face, porteurs d'un secret plus grand qu'eux. L'un réclamait la vérité. L'autre défendait son silence. Et la lumière du matin, indifférente, continuait de sécher les linges suspendus. Franc s'avança, les poings chargés d'une tension qu'il ne savait plus dissimuler. Il ne parlait pas pour l'honneur blessé ni pour une revanche, mais pour cette faille ouverte au creux de sa poitrine, celle qui s'appelait Ange. Tu veux qu'il grandisse à l'ombre, qu'il se croie de trop parce que sa mère lave les draps d'autrui? Ce n'est pas de nous qu'il s'agit, Rita-Live, mais de lui. Il mérite de connaître sa propre histoire. Elle ne répondit pas. Elle attrapa une serviette sur le fil et s'essuya les mains avec une vigueur sèche, comme si elle voulait en chasser une douleur trop ancienne. Puis elle leva les yeux, et dans ce regard il n'y avait ni soumission ni tendresse, seulement une frontière. Vous avez une épouse, une réputation, une vie bien repassée. Ange n'est pas taillable dans ce moule. C'est tout. Franc sentit la vérité s'enfoncer comme un clou dans le bois de sa gorge. Elle disait vrai. Il avait Fontana, ses dîners calculés, son nom épinglé sur les invitations. Et soudain, cet enfant brouillait l'équilibre comme un papillon dans une salle des marchés. Un cri brisa la tension. Ange surgit du jardin, une feuille froissée dans la main. Il la tendit à sa mère, puis se tourna vers Franc, un sourire à décoller les nuages. « Tu viens jouer ?» Rita-Live s'agenouilla, caressa les boucles sombres de l'enfant. « Non, mon ange, dont Franc a du travail. » Franc regarda le dessin. Une maison, 3 personnages, un homme en costume, une femme, un enfant. Tous se tenaient par la main. Une ligne le traversa comme une lame. Il retourna à son bureau, referma la porte, et s'y enferma comme dans une tombe de silence. Il appela Arturo, un ami discret. Il lui demanda un test ADN. Il devait savoir. Le lendemain, quand Rita-Live eut le dos tourné, il prit une brosse à dents dans la salle d'eau. Celle d'Ange. Ses doigts tremblaient quand il l'enferma dans un sachet. Il venait de franchir un seuil sans retour. Ce soir-là, à table, Fontana parlait de ses immeubles comme d'un royaume à conquérir. Franc, lui, restait muet, les yeux vissés à son écran.
Elle le fixa longuement. Tu vas bien? Il hocha la tête, absent. Tout va bien. Mais rien n'allait. Depuis qu'il avait envoyé cette brosse, son cœur battait comme une alarme. Il n'était plus présent à rien. Ni aux chiffres, ni au visage, ni à sa propre maison. Cet après-midi-là, il la vit. Rita Liv. Dans le salon, gantée, une odeur d'antiseptique dans l'air. Elle dansait légèrement au rythme d'une chanson qu'il n'entendait pas. Mais à sa vue, elle s'interrompit net, baissa les yeux. Franck claqua la porte derrière lui. Il faut qu'on parle. Elle ne répondit pas. Elle frottait la table en verre comme si polir pouvait effacer le passé. Rita Liv, ne détourne pas la tête. Ce n'est pas anodin. Elle laissa tomber le chiffon. Encore avec ça, don Franc? Jusqu'à ce que tu dises vrai. Je l'ai déjà dit. Ange est mon fils. Et qui est son père? Ça ne vous regarde pas. Il m'a appelé papa. Il est petit. Il imagine. Ne me mens pas. Il me ressemble. Il a même ma cicatrice. Elle serra les mâchoires, puis cracha. Et vous voulez quoi? Des remerciements? Pour m'avoir laissé seul avec un ventre plein? Il se figea. Cette phrase le transperça. C'était une nuit. J'ignorais tout. Tu n'as jamais demandé. Pour toi, c'était un verre, un égarement. Pour moi, c'était un bouleversement. Elle continua, les mots tranchants comme des couteaux de cuisine. J'ai porté ce choix seul. J'ai protégé mon fils d'un monde où on l'aurait regardé de travers, où sa mère ne serait jamais que la bonne. Mais pourquoi rester ici? Parce que j'ai besoin de nourrir mon fils. Parce que chaque jour je ravale ma fierté. Un silence dense, menaçant. Franck murmura enfin. Je veux être là pour lui. Il est trop tard. Il mérite de savoir. Elle s'approcha. Les yeux pleins de feu et d'orage. Et si tu es son père? Tu l'arraches à sa vie? Tu me le prends? Jamais. Je ne te crois pas. Et elle disparut dans la chambre, la porte claqua derrière elle comme un coup de tonnerre. Franck resta seul. La maison semblait trop grande. Trop vide. Les jours suivants, Rita Liv devint une ombre discrète. Elle ne parlait que par nécessité. Ange, lui, ne sortait plus. Franck errait dans sa propre maison, hanté par une question qui n'avait pas encore reçu de réponse. Mais dans son cœur, une vérité tambourinait sans relâche. Ce fils, peut-être sien, était là. Et le silence n'allait plus suffire. Chaque fois que Franck posait les yeux sur Ange, un frisson discret remontait le long de sa colonne, comme une plainte venue de l'âme. Et chaque fois que ses pas croisaient ceux de Rita Liv, un poids ancien, une honte muette, lui pesait dans la gorge. Il ne trouvait ni les mots, ni les gestes pour effacer ce qu'il n'avait pas su nommer. Puis un matin, le téléphone vibra sur le coin de son bureau. Un message du laboratoire. Le rapport d'analyse était prêt. Un fichier en pièces jointes. Il l'ouvrit sans y penser, comme on entr'ouvre la porte d'un tombeau. Et là, c'était écrit, net, chirurgical, compatibilité ADN à 99%. Franck resta figé devant l'écran, comme s'il découvrait une langue inconnue. Puis il lâcha lentement l'air qu'il retenait depuis une éternité. Ange était son fils. Une certitude, désormais. Inévitable comme l'aube. Fontana, elle, n'était pas femme à avaler les épines sans grimacer. Même dans le silence, son visage criait. Depuis quelque temps, elle sentait le déséquilibre. Franck n'était plus le même. Son toucher s'était fait distant, son regard ailleurs. Ses mots, rares. Il passait des heures enfermé, hypnotisé par son téléphone comme si un secret allait en surgir. Elle l'observait. Elle comprenait. Car Fontana n'était pas de celles qui pleurent dans l'ombre ou font semblant d'ignorer. Non. Elle était bâtie dans la vigilance. Sa fidélité n'était pas sentimentale mais stratégique. Ce n'était ni jalousie ni tendresse. C'était l'instinct d'une femme qui défendait son empire. Et cet empire, elle ne le laisserait pas s'effondrer à cause d'un enfant de l'ombre ou d'une domestique trop silencieuse. Elle ne perdrait ni son nom, ni sa place, ni ses privilèges pour une erreur qu'elle n'avait pas commise. Un matin, pendant que Franck prenait sa douche, elle se glissa dans son bureau comme un souffle. Le parquet ne grinça même pas.
Elle fouilla, méthodique, précise, chaque tiroir, chaque boîte, chaque miette numérique. La boîte mail. La corbeille. L'historique de navigation. Rien ne serait épargné. Elle cherchait non pas une vérité, mais une faiblesse. Et dans cette quête, elle avançait comme une louve blessée. Le masque de l'épouse aimante était tombé. Ce jour-là, une guerre silencieuse venait de commencer. Fontana ne trouva rien dans les premiers tiroirs, seulement le parfum sec des papiers officiels. Mais dans celui du bas, sous un fatras de contrat, une feuille pliée attira son regard. Elle la déplia avec lenteur, et l'entête la gifla comme un vent de vérité, test de paternité. Ses yeux descendirent, ligne après ligne. 99% de compatibilité. Une certitude implacable, glaciale comme le métal d'un scalpel. Franck avait un fils. Et ce fils n'était pas le sien. Elle ne bougea pas. Elle resta là, la feuille dans les mains, l'âme suspendue comme au bord d'un gouffre. Mais aucun cri ne jaillit, aucune larme ne coula. Elle se leva, replaça soigneusement chaque chose, ajusta sa coiffure devant le miroir comme une actrice reprenant son rôle, puis descendit dans la cuisine. Ce matin-là, elle fut d'une douceur rare. Elle versa elle-même le café de Franck, lui adressa un sourire brillant tandis qu'il tournait distraitement les pages du journal, et alla jusqu'à lui proposer une sortie pour le week-end. Franck, absorbé, répondit à peine. Il parlait de travail. Parfait, souffla-t-elle, le sourire figé sur le visage mais absent de l'âme. Car dans son esprit, les pions étaient déjà en mouvement. Fontana n'avait jamais été du genre à baisser les armes. Chez elle, la trahison ne déclenchait pas des larmes, mais une stratégie. Elle venait d'une lignée où l'on n'oubliait rien. Son père, politicien vieillissant au carnet d'adresses inquiétant, lui avait enseigné une seule leçon, le pouvoir ne se partage pas. Il se conquiert et se défend, à tout prix. Dès que Franck quitta la maison, elle utilisa son téléphone personnel. « Je veux que tu trouves des informations sur une employée. Elle s'appelle Rita Liv. Je n'ai pas son nom complet. Elle nettoie la cuisine. Parfois elle vient avec un enfant. Je veux tout savoir. Et vite. » De l'autre côté, la voix d'un contact de confiance promit des résultats dans les heures à venir. Elle raccrocha, se servit un verre de vin, et s'installa sur la terrasse, les jambes croisées, les doigts glissant machinalement sur l'écran de son téléphone. Le monde voyait une femme tranquille, élégante. Mais à l'intérieur, le volcan grondait. L'après-midi même, le rapport atterrit dans sa boîte mail. Nom complet, adresse, dossiers médicaux, même une photo capturée à la sortie d'un centre de santé. Fontana sauvegarda tout et sourit. Le pouvoir, c'était cela, savoir. Le lendemain soir, elle prétexta un dîner entre amis. En réalité, elle monta dans sa voiture et prit la direction d'un quartier modeste, usé, où les escaliers résonnaient sous les talons comme une menace. Elle frappa fort à une porte écaillée. Rita Liv ouvrit, figée par la surprise. La femme du patron, là, dans son couloir étroit, droite comme un coup de tonnerre. « Je peux entrer ?» demanda Fontana. Sans un mot, Rita Liv s'écarta. Ange dormait. Elle ferma la porte de la chambre avec précaution. « Que faites-vous ici ?» Fontana croisa les bras. Le masque était tombé. Il ne restait que l'acier dans ses yeux. « Je sais pour ton fils. Je sais qu'il est de franc. » Rita Liv ne trouva pas sa voix. Fontana poursuivit, sa voix tranchante. « J'ai les preuves. Et je ne suis pas venu pour discuter. Tu ne détruiras pas ce que j'ai construit. Tu vas faire ce que je dis. » Rita Liv resta silencieuse. Alors Fontana énonça son décret. « Tu vas démissionner. Tu vas partir. Je t'offre ce qu'il faut pour recommencer ailleurs. Mais tu disparais. Plus de visites. Plus de contacts. Plus de maisons. C'est clair ?» Rita Liv leva les yeux, et pour la première fois, sa voix fut ferme. « Et si je refuse ? Alors tu verras ce que je suis capable de faire. J'ai des avocats, des appuis. Je peux t'arracher ton fils sans effort. N'essaie pas ma patience. » Les yeux de Rita Liv brillèrent, mais elle ne pleura pas. « Franck sait que vous êtes ici ? Non.
Et tu ne lui diras rien. Elle posa une enveloppe sur la table. Dedans, il y a ton silence. Saisis-le. Ou regrette-le. Rita-Liv fixa l'enveloppe, sans la toucher. Fontana tourna les talons et s'en alla, les talons sûrs, le dos droit. Elle n'avait pas besoin de se retourner. Elle savait que son message avait porté. Ce soir-là, de retour à la maison, Franc dormait. Fontana se déchaussa, se brossa les dents, glissa dans les draps. Le corps immobile. Mais l'esprit en alerte. Elle ne ferma pas l'œil. Elle resta là, guettant l'aube comme une louve en embuscade. Franc, quant à lui, ne dormit pas vraiment. Il avait les yeux ouverts bien avant l'aurore. Le plafond ne lui offrait aucune réponse. Fontana, endormi de dos, semblait paisible, replié dans ses draps comme dans une coquille vide. Lui, il sentait une pierre sur sa poitrine. Le jour du verdict était arrivé. Le laboratoire avait promis une réponse avant midi. Et plus l'heure approchait, plus ses pensées s'emballaient comme des chevaux fous. Il se leva, prit une douche froide, s'habilla sans y penser. Il ne mangea pas. Juste un café noir qu'il emporta dans un gobelet, puis s'enferma dans son bureau. Non pour travailler, mais pour attendre. Il rafraîchissait sa boîte mail toutes les 5 minutes. Il tournait dans le couloir, regardait dehors, s'asseyait, se relevait, encore et encore. Une photo sur son bureau l'obséda. Lui et Fontana, heureux, figés dans le vernis d'un mariage mondain. Était-ce jamais vrai? À 11h32, son téléphone vibra. Message du laboratoire. Objet, résultat du test génétique. Ses doigts tremblaient. Il ouvrit le fichier. Une éternité s'écoula. Puis les mots apparurent. Son nom. Celui d'Ange. Et en bas, cette phrase coup de poing. Coïncidence génétique, 99%. Franc chancela. Il s'appuya contre le bureau. Ferma les yeux. Son fils était bien son fils. Et il avait vécu 5 ans dans l'ombre de cette vérité. Il resta là, en silence. Le cœur battant si fort qu'il aurait pu briser les murs. Une voix, derrière la porte. Tu veux que je te prépare quelque chose? C'était Fontana. Non, merci. Sa voix était neutre. Mais son monde, lui, venait de s'effondrer. Elle s'éloigna lentement, et il demeura là, figé, seul dans cette pièce devenue trop vaste. Franc s'assit face à son bureau, posant avec précaution le document du laboratoire, comme si ce simple feuillet pouvait, d'un souffle, dissoudre les murs de sa vie d'homme bien rangé. Sur la page, un nom se répétait comme un écho dans sa tête. Ange. Il le lut encore, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de sens. Puis il saisit un carnet, son carnet de cuir aux pages froissées par les années, et il écrivit. Des phrases disloquées, des mots, des questions, le cri silencieux d'un homme à la croisée de ses vérités. Que fallait-il faire maintenant? Dire la vérité à Fontana? Aller confronter Rita-Liv avec cette feuille, comme une épée tendue entre eux? Y avait-il une manière noble de réparer l'irréparable? Il ne savait que cela, il ne pouvait plus continuer à prétendre que rien ne s'était produit. Le temps s'effilait dans un silence lourd, et Franc ne quittait plus son bureau. Il avala quelque chose à peine, feuilleta des dossiers sans y voir un seul mot. Sur son téléphone, il rédigeait un message à Rita-Liv, l'effaçait, recommençait. Il appelait, raccrochait, jusqu'à ce que, las, il ose enfin franchir la porte. Elle était dans l'arrière-cour, ses mains dans le linge, son regard perdu dans la blancheur des draps. Lorsqu'elle le vit, son visage changea. Elle se redressa, les bras fermés, le dos droit. Franc s'approcha, l'enveloppe du laboratoire dans la main, comme un poids brûlant. Il parla doucement, son ton vidé de colère, chargé de fatigue. Il faut qu'on parle. Elle resta de marbre. Je n'ai plus rien à dire. Moi si. Je sais, maintenant. Il lui tendit l'enveloppe. Elle ne bougea pas, se contentant de regarder le papier comme on regarde un vieux fantôme. Rita-Liv, je sais que c'est mon fils. Tu ne peux plus nier. Sa gorge se serra. Elle baissa les yeux. Un silence épais s'installa. Depuis quand tu le sais? Elle murmura, comme pour elle-même.
depuis le premier battement de son cœur en moi. Mais j'ai choisi de me taire. Je ne voulais pas être un poids dans ton monde. Franc fit un pas. Ses mains tremblaient. Ce n'est pas un fardeau. C'est mon fils. Et je veux apprendre à le connaître. Rita-Liv releva les yeux. Il y avait en eux une mère trop longtemps contenue. Tu veux quoi? Le prendre? L'arracher à sa chambre, à ses dessins, à son odeur d'enfance? Le montrer à ta femme comme une plaie? Le poser dans une école où son prénom ne sera qu'un murmure dans la bouche des autres? Franc ne sut que répondre. Je ne sais pas encore, Rita-Liv. Mais je veux essayer. Je veux être là. Elle se frotta les yeux du revers de la manche, et regarda la maison, comme si elle savait que ses murs écoutaient. Il dort. Tu le verras demain, si tu es prêt. Je le suis. Ce soir-là, Franc retourna s'enfermer. Face à la photo d'un autre temps, où un petit garçon aux boucles brunes souriait à côté d'un père trop absent. Ange lui ressemblait tant. Trop. Il annula tous ses rendez-vous, comme un roi qui abandonne le trône pour s'asseoir à hauteur d'enfant. De l'autre côté du couloir, dans l'ombre, Fontana veillait. Elle savait. Elle ne devinait pas, elle avait vu. Et elle préparait déjà le contre-coup. Au matin, la maison semblait figée. L'air était chargé d'un silence rare, comme avant l'orage. Franc descendit. Sans cravate. Le regard fuyant. Il toucha à peine à son fruit. Il attendait quelque chose. Ou quelqu'un. Fontana, derrière sa tasse, l'observait comme une panthère. Il ne levait pas la tête. Elle, ne clignait pas. Même la domestique retenait son souffle. Fontana se leva, la porcelaine tintant à peine. Je vais au club. Tu veux qu'on passe te chercher après? Franc répondit sans chaleur. Non. Je reste ici. Elle s'arrêta. Et pourquoi donc? J'ai des choses à régler. Ça concerne la domestique, n'est-ce pas? Et l'enfant? Franc releva la tête, comme foudroyé. De quoi tu parles? Elle sourit, froide comme une pluie d'hiver. Je sais, Franc. J'ai vu les résultats. Il se redressa. Tu as fouillé dans mes affaires. Et toi, tu as foutu ta semence ailleurs. Ce n'était pas une domestique à ce moment-là. Et ça ne te donne pas ce droit. Fontana s'approcha, ses yeux étincelaient. Et maintenant, tu vas faire quoi? Me remplacer? Former une nouvelle dynastie avec ton erreur? Franc planta son regard dans le sien. Je vais assumer. C'est trop simple. Et moi? Je fais quoi? Tu restes hors de ça. Elle s'enflamma. Ma vie, ma maison, mon nom. Tu ne les sacrifieras pas pour une servante et un bâtard. Ce n'était pas une aventure. C'était une faille. Mais l'enfant, lui, est une lumière. Elle le fixa. Puis tourna les talons et claqua la porte, laissant derrière elle une tempête muette. Franc monta, frappa à la porte. Rita-Liv ouvrit. Son visage parlait pour elle, inquiétude, douleur, espoir mêlé. Elle est partie. Oui. Elle l'invita à entrer. Ange était au sol, gribouillant le monde à sa façon. En apercevant Franc, il bondit. Bonjour papa. Rita-Liv devint rouge. Ange, ne dis pas ça. L'enfant, déconcerté, demanda. Pourquoi? C'est pas vrai? Rita-Liv lança un regard à Franc. Tu lui as dit? Non. Il sait. Il sent. Ange tendit un dessin. 3 silhouettes, une maison, un soleil. Les mains jointes. Franc le prit. Ses doigts frémissaient. Il s'agenouilla, le serra contre lui. Et pour la première fois, il sentit cette vérité au creux de ses bras. Une chaleur, une odeur d'enfance, un souffle d'éternité. Oui, mon fils. Je l'aime. Je t'aime. Rita-Liv, en retrait, retint ses larmes. Mais son cœur, lui, les laissait couler à l'intérieur. Quand Ange disparut un moment dans les toilettes, Franc et Rita-Liv s'assirent côte à côte au bord du lit, comme deux naufragés trouvant enfin un rocher où poser leur vérité. Franc rompit le silence en posant doucement ces mots, comme on pose une main sur une plaie encore chaude. Je sais maintenant. J'ai lu les résultats.
Rita-Live baissa le regard, une ombre passa dans ses yeux, comme si le passé s'était brusquement assis sur ses genoux. Je ne vais pas te l'enlever, souffla Franc. Je ne ferai jamais ça. Mais je veux être là. Pour lui. Pour de vrai. Je ne vais pas disparaître. Elle leva les yeux, croisa les siens, hésitante mais lucide. Et Fontana? Elle sait. Elle fera tout pour nous séparer. Franc secoua la tête, son visage empreint d'une lassitude sincère. Je m'en fiche. J'en ai fini de cette mascarade. Cette maison, cette comédie, ça ne veut plus rien dire. Elle inspira lentement, comme pour retenir un soupir qui n'en finissait pas de monter. Et maintenant, tu comptes faire quoi? Franc haussa les épaules, comme un homme qui ne prétend plus tout savoir. Je veux juste connaître mon fils. Jouer avec lui, le voir rire, courir derrière lui au parc, partager un repas simple, être là, c'est tout. Elle le regarda avec une mélancolie tendre. Tu n'as aucune idée de ce que ça coûte, Franc. Élever un enfant, c'est pas qu'un vœu. C'est une tempête quotidienne. Je ne parle pas d'argent. C'est ma présence qui compte. Et je suis prêt. Ce jour-là, Franc resta tout l'après-midi auprès d'Ange. Ils s'inventèrent des courses de voitures miniatures, gribouillèrent sur des feuilles, assemblèrent un puzzle aux couleurs de dinosaures. Franc ne se souvenait plus de la dernière fois où il avait ri aussi franchement. Il ne voulait plus partir. Quand la nuit se posa doucement sur les toits, Rita-Live annonça l'heure du coucher. Franc embrassa le front de l'enfant, qui s'agrippa à lui avec une innocence brûlante. « Tu reviens demain, papa ?»« Oui, champion. C'est promis. » Avant de quitter la pièce, Franc se tourna vers Rita-Live. « Merci, de m'avoir laissé cette place. » Elle hocha simplement la tête, sans voix. Mais ailleurs, dans un couloir noyé d'ombre, une silhouette immobile les observait, Fontana. Cette nuit-là, Fontana ne dormit pas. Elle resta allongée, le regard plongé dans le noir, comme si elle cherchait un sens entre les ombres. Franc était rentré tard, l'air froissé, les traits épuisés, le regard troublé d'un homme qui a vu la vérité et ne peut plus la nier. Elle n'avait rien demandé. Elle avait déjà vu, depuis cette fenêtre du couloir, les gestes tendres, l'intimité de ce lien interdit, Franc embrassant l'enfant, entrant dans la chambre de la servante comme on entre dans un sanctuaire. Pour Fontana, ce n'était pas qu'un affront. C'était une guerre déclarée à son monde, à son nom, à son titre de femme immaculée du domaine. Et Fontana ne perdait pas. Jamais. Au matin, elle se leva plus tôt qu'à l'ordinaire, vêtue avec l'élégance précise d'un duelliste. Mais cette fois, pas de club, pas de brunch mondain. Elle prit la direction du cabinet d'Arturo, l'avocat de la famille. Un homme au crâne poivre et sel, rigide et discret, qui avait en vue sans jamais parler. Elle entra dans son bureau sans frapper, comme une bourrasque calculée. Arturo leva les yeux, dissimulant mal sa lassitude derrière un sourire professionnel. « Vanessa, que puis-je pour toi ?» Elle s'assit, droite, précise. « J'ai besoin de ton aide. Une affaire délicate. Très délicate. » Il la fixa. Elle ne venait jamais demander. Elle venait exiger. Franc a un fils. 5 ans. Avec la domestique. Un test ADN l'a confirmé. Arturo tressaillit, l'information s'imprima dans ses rides. Et que veux-tu faire? Le neutraliser. Protéger le nom. Le patrimoine. Je veux que plus aucune décision importante ne se prenne sans que je sois là, à chaque mot, à chaque chiffre. Elle sourit. Pas un sourire de bouche. Un sourire de guerre froide. Arturo s'enfonça dans le cuir de son fauteuil, les mains croisées comme pour enfermer ses doutes. Cela ressemble à une opération à haut risque. Tu es certaine de vouloir aller jusque-là? Le regard de Fontana, droit, inflexible, tranchait l'air comme une machette dans la brousse. Lorsqu'elle voulait quelque chose, rien ne l'arrêtait. Plus que jamais. Et j'ai besoin que tu me dises comment poser le premier pion. Un silence pesa, épais et pensif, avant qu'Arturo n'articule lentement. Une clause existe dans les statuts de l'entreprise. Si Franc est impliqué dans un scandale pouvant entacher la réputation de la société, le conseil peut le suspendre. Pire encore, s'il est père d'un enfant hors mariage sans l'avoir légalement reconnu, on peut le destituer. Un rictus se dessina sur les lèvres de Fontana. Parfait.
Je veux que ce soit exécuté au plus vite. Et la femme de ménage? J'ai un autre plan pour elle. En quittant le bureau, elle composa un numéro, contact effacé des registres officiels, mais redevable. Un homme de l'ombre, rompu aux besognes sales, silencieuses. Je veux que tu suives une femme nommée Ritali Vernindez. Elle vit avec un enfant. Je veux tout savoir, ses habitudes, ses sorties, ses rencontres. L'autre confirma d'une voix neutre. Le contrat était lancé. Dans le reflet de la vitre teintée de la voiture, Fontana aperçut son propre visage, durci. Elle tenait les rênes, et cela seul comptait. Pendant ce temps, au jardin, Franc et Ange jouaient. Une balle passait de main en main, les rires jaillissaient comme des éclaboussures de lumière. Ritalive, debout dans l'encadrement de la porte, retenait un sourire mélangé d'inquiétude et de tendresse. Le téléphone vibra dans la poche de Franc. C'était Arturo. Il faut qu'on parle. C'est sérieux. Franc se dirigea vers son bureau, ferma la porte derrière lui, étouffant l'écho du bonheur enfantin. Arturo parla vite, une plainte anonyme avait été transmise au conseil. Quelqu'un avait évoqué un enfant illégitime. L'affaire pouvait dégénérer. Comment le savent-ils? Aucune idée. Mais si Fontana met son grain de sel, elle peut faire geler tes actifs. Franc resta silencieux. Puis, d'un ton morne. Merci de m'avoir averti. Il monta d'un pas nerveux jusqu'à Ritalive. Il faut qu'on parle. Fontana sait tout. Et elle agit. Contre toi. Contre moi. Le sang se retira du visage de Ritalive. Elle saisit Ange contre son sein comme si on voulait le lui arracher. Je ne veux pas le perdre, Franc. Je me fiche de ton nom, de ton argent. Je veux juste qu'il vive libre et protégé. Et il le sera. Je te le jure. Mais à cet instant, Fontana envoyait déjà un email à un journaliste friand de scandale. En pièce jointe, le test ADN. Légende du message, exclusif. Secret à publier. La nuit fut une geôle pour Franc. Aucun sommeil ne vint. Il revoyait les yeux d'Ange, le sourire de Ritalive, les menaces voilées d'Arturo, les crocs de Fontana. Une rumeur tambourinait dans sa tête. Avant l'aube, il se leva, aspergea son visage d'eau glacée, scruta son reflet. Que restait-il de l'homme qu'il avait été? Un nom gravé sur une sonnette dorée, un époux pour la galerie, un patron sans rêve. Et puis cet enfant, ce mot qui avait tout brisé, papa. Il descendit, alluma son ordinateur, ouvrit un document. Il écrivit à Ange une lettre sobre, droite, vibrante. Il y mettait son amour récent mais profond, sa volonté de rattraper les années perdues, son engagement à ne pas fuir. Il imprima la lettre, la glissa dans une enveloppe. Dans le placard, il déterra une petite valise. Passeport, documents, billets préservés de la voracité conjugale. Il s'habilla simple, jean, basket, t-shirt. Il avait quitté l'armure sociale. Fontana, en haut des escaliers, l'attendait déjà. Tu vas où habiller ainsi? Maître de l'ordre. Tu vas vivre avec la servante, c'est ça? Je vais assumer mon fils. Elle voulut le retenir par les mots, les menaces. Tu vas perdre l'entreprise, ta place, ton rang. Franc la regarda, calme. Et toi, que vas-tu devenir? Elle resta muette. Il conclut sans violence. Nous sommes finis depuis longtemps. La peur des apparences ne suffira plus. Il quitta la maison, ferma la porte sur les illusions. À l'aube, il frappa chez Ritalive. Elle ouvrit, désorientée. Il la regarda droit dans les yeux. Rien ne va, mais je suis venu pour le rendre juste. Je veux être là pour lui. Je veux me battre, si tu me le permets. Elle ne parla pas. Mais elle s'écarta pour le laisser entrer. Et cela suffisait. Ils s'assirent, silencieux, à la table de cette cuisine étroite, le bois usé craquant sous le poids de la vérité. Franc sortit de la poche intérieure de sa veste une feuille soigneusement pliée. Il la déposa devant Ritalive, avec la gravité d'un homme qui offre une part de son âme. C'est pour lui. Pour le jour où il aura l'âge de comprendre. Mais je veux qu'il sache, dès aujourd'hui, que je ne m'effacerai pas de sa vie.
Elle déplia lentement le papier, comme on dévoile une blessure ancienne. Ses yeux couraient sur les lignes, et ses lèvres tremblaient. Quand elle referma le message, elle s'essuya les larmes du revers de sa manche. « Et Fontana ? Que vas-tu faire ?» Je lui ai tout dit. Que je ne voulais plus continuer à vivre dans cette illusion, que je pouvais tout perdre sans scier, parce que là, maintenant, la seule chose qui me donne un sens, c'est Ange. Et s'il faut que je vende ma part de l'entreprise pour vivre libre, je le ferai. J'ai de quoi recommencer ailleurs. Ce qui m'étreint, ce n'est pas la perte du luxe, c'est l'absence de mon fils. Elle le scruta encore, comme on cherche une faille dans un visage trop calme. Puis, doucement, quelque chose se détendit en elle. Et si elle te traîne en justice ? Qu'elle le fasse. Qu'elle crache son venin. Je n'ai plus peur d'elle. Ce jour-là, Franc ne quitta pas l'appartement. Ils partagèrent un petit déjeuner simple, regardèrent des dessins animés, jouèrent à des jeux de hasard. Les rires étaient francs, les regards clairs. Pour la première fois depuis des années, Franc sentit la paix couler dans ses veines, non celle d'un patron, mais celle d'un père. Le soir venu, lorsqu'Ange ferma les yeux, bercé par l'innocence, Franc et Rita-Liv s'assirent sur les marches du couloir. « Je ne te demande pas de former un couple. Seulement de me laisser une place. Le reste, on verra au fil du chemin. » Elle acquiesça. « Tu sais que Fontana ne lâchera rien. Elle va se battre. Et moi aussi. Cette fois, je ne reculerai pas. » Pendant qu'ils méditaient leurs incertitudes, dans l'austère manoir, Fontana consultait son téléphone. Un appel bref venait de tomber. La voix d'un journaliste famélique de scandale y vibrait, le papier était prêt. Il n'attendait que son ordre. Elle fixa l'écran, puis tapota « Publie ». La tempête se déchaîna avant même que Franc ne trempe ses lèvres dans son café. Un site de potin déversa son venin. Un riche homme d'affaires de Val-del-Roble a un fils caché avec sa domestique. En bas, une image. Une photo volée de Franc tenant Ange dans ses bras, le test ADN en pièces jointes, les noms exposés comme des trophées honteux. Le réseau s'emballa. Les messages fusèrent. Moquerie, colère, soutien. Mais surtout, la honte publique. Chez Rita-Liv, le téléphone vibra. L'assistante de Franc, affolée. « Don Franc, vous avez vu Twitter ?» Il ouvrit l'application. La vérité, nue, brutale, sans pudeur. Non la vérité de l'amour paternel, mais celle du scandale, de la trahison. Rita-Liv, voyant son trouble, s'approcha. « Que se passe-t-il » ? Elle l'a fait. Elle nous a exposés. Il attrapa sa veste. Appela Arturo, qui accepta un rendez-vous en urgence. « Je dois y aller, souffla-t-il. Tu vas faire quoi ? Ce qui s'impose. Dans le bureau feutré, Arturo l'attendait. Ils veulent ta tête, Franc. Tout a été pensé. Le conseil a déjà le dossier. Fontana a tout prévu. Franc ferma les yeux. Une douleur lente lui traversa le front. Et toi, dans tout ça ? Le vieil homme réajusta son veston. Elle m'a promis un poste plus haut. Plus d'argent. Je ne pouvais pas refuser. Tu n'es plus le même, Franc. Tu es devenu faible. Et je ne coulerai pas avec toi. Franc se leva, droit comme un pilier. Je veux mes dossiers. Chaque contrat. Tout. Et tu vas faire quoi ? Me battre. Pas pour ta maudite société. Pour mon fils. Et toi, Arturo, tu n'existes plus. Dehors, le ciel était blanc, comme une page que l'on s'apprête à réécrire. Chez Rita-Liv, les messages pleuvaient. L'école, les voisines, les rumeurs. Elle tenait son téléphone comme une grenade. On est submergé, souffla-t-elle. Que va-t-on faire ? Franc la regarda. Son regard n'était plus celui d'un homme perdu. On va se battre. Personne ne vous arrachera à moi. Je le jure. Elle baissa les yeux. Puis, d'une voix brisée mais pleine de confiance. Vous êtes tout ce qu'il me reste. Et cette fois, elle y croyait. Absolument. À cet instant précis, dans les hauteurs feutrées du vieux manoir aux persiennes entr'ouvertes, Fontana levait seule sa coupe de vin rouge, les yeux rivés au dehors, où le crépuscule dévorait les formes du monde. Son regard caressait le lointain,
mais son cœur vibrait d'un plaisir cruel. Elle imaginait l'univers de Franc s'émietter comme une poterie fendue, lentement, sous ses rires muets. Elle ignorait encore que, dans l'ombre même de sa jubilation, une autre paire d'yeux la scrutait. Des yeux familiers. Des yeux silencieux. Et dans ce silence, une sentence se dessinait. 3 jours après que l'orage médiatique eut éclaté, le petit appartement de Rita Live, jadis havre modeste, avait pris la couleur d'un piège clos. Le tumulte ne venait ni du dehors, ni des murs, ni même du téléphone devenu muet. Il vibrait depuis le ventre, ce tumulte-là. C'était cette peur sourde d'un coup attendu mais sans visage, cette tension qui serre les côtes et fait trembler l'âme. Franc arpentait l'espace comme une âme traquée, enchaînant les allers-retours entre les cabinets d'avocats, les dossiers juridiques et les regards soupçonneux de ceux qui, hier encore, le saluaient. Quant à Rita Live, elle ne sortait plus. Le monde extérieur lui paraissait une menace, une jungle de regards et de murmures. Depuis l'explosion de la vérité sur les réseaux, elle n'avait plus remis les pieds au travail. Même ses silences s'étaient changés en cris intérieurs. Le petit ange, curieux du haut de ses années trop jeunes, pressentait déjà la faille. Il demandait, les yeux arrondis de perplexité, pourquoi il ne jouait plus au parc, pourquoi maman pleurait dans la salle de bain, pourquoi papa rentrait tard, les traits tirés comme un ciel sans lumière. Ils étaient assis tous les 3 à la table bancale de la cuisine, là où jadis les bols de cacao fumaient de tendresse. Franc sortit une enveloppe de sa veste et la posa devant Rita Live. « C'est pour lui, murmura-t-il. Pour plus tard. Mais je veux qu'il sache, même maintenant, que je ne partirai pas. » Elle lut la lettre sans un mot. Les mots dansaient sous ses yeux, lourds de regrets, d'espoir fragile. Elle essuya ses larmes avec la manche de son pull usé, comme on repousse la pluie d'un revers de main. « Et avec Fontana, que comptes-tu faire ?» Je lui ai tout dit. Que c'était fini. Que je pouvais tout perdre, sauf lui, sauf Ange. Et l'entreprise, si je dois la vendre, je le ferai. J'ai mis de côté. Je peux recommencer ailleurs. Ce n'est pas ça qui me fait peur. Ce qui me terrifie, c'est de disparaître de la vie de mon fils. Elle le fixa, méfiante, mais un éclair vacilla dans son regard. Quelque chose s'était déplacé, une certitude discrète que, peut-être, cette fois, il disait vrai. Et si elle te traîne en justice? Qu'elle le fasse. Je suis prêt. Si elle veut la guerre, elle l'aura. Je n'ai plus peur d'elle. Ce jour-là, Franc ne bougea plus. Il resta auprès d'eux, comme on reste auprès de ce qui compte quand tout brûle autour. Ils mangèrent ensemble, regardèrent de vieux films, jouèrent à des jeux aux règles oubliées, et rirent comme on rit quand le désespoir recule un peu. Pour la première fois depuis longtemps, Franc n'était ni le chef d'entreprise, ni l'amant coupable. Il était juste un père. Quand le sommeil enveloppa le petit ange, Rita Live et Franc sortirent sur le palier silencieux. Ils s'assirent sur les escaliers, les épaules à peine effleurées. « Je ne te demande pas qu'on se remette ensemble, » souffla-t-il. « Je veux juste être là. Le reste, on verra. Ce ne sera pas simple, Franc. Tu connais Fontana. Je sais. Mais cette fois, je resterai debout. » Pendant que ces mots tombaient entre eux comme des pierres lentes, Fontana tenait son téléphone entre ses doigts fins, vernis. Un appel, bref, d'un journaliste à qui elle avait confié le venin. Il n'attendait qu'un mot. Fontana regarda l'écran, fixa l'univers qu'elle pensait contrôler, puis écrivit. Publie. Rita Live ne mettait plus le nez dehors. Depuis que l'orage s'était abattu sur leur vie, elle s'était enfermée comme une bête blessée dans sa tanière. Elle avait cessé de travailler dès le lendemain du scandale, comme si sortir de l'appartement risquait de la désintégrer. Le monde, désormais, lui semblait hostile, tapissé de regards tranchants et de murmures venimeux. Elle ne se sentait plus à l'abri nulle part. Le petit ange, malgré son jeune âge, avait saisi qu'un vent mauvais avait brisé la normalité. Il posait ses questions avec la pureté cruelle de l'enfance. Pourquoi le parc avait disparu de leur quotidien? Pourquoi maman pleurait enfermée dans la salle de bain? Pourquoi papa rentrait si tard, avec cette gravité dans les yeux, comme s'il portait le poids du ciel? Et puis, juste au moment où l'on croyait que la tempête s'était installée pour durer, la cloche du malheur sonna à nouveau.
Une notification, aussi sèche qu'une gifle, fit vibrer le téléphone. Une lettre. Officielle. Scellée du sceau d'un tribunal. Rita Liv l'ouvrit avec des doigts fébriles. Le papier frissonnait dans sa paume. Elle tenta d'en lire le contenu à voix haute, mais les mots se mêlaient, indéchiffrables. Franc lui prit le document avec une douceur grave, le lut 2 fois d'un souffle figé. Il ne leva pas les yeux. C'était une assignation. Une demande de garde. Fontana l'avait déposée. Elle n'avait même pas daigné y apposer sa signature en personne. Un avocat au nom tranchant comme un couteau, un de ces prédateurs bien connus des couloirs de Polanco, s'en était chargé. Dans ses lignes acérées, le papier accusait Rita Liv de tout. De vivre dans un quartier aux rumeurs malveillantes, d'avoir un niveau d'éducation jugé indigne, des revenus fragiles, une instabilité émotionnelle déguisée en danger. Elle s'effondra sur le vieux canapé comme on s'effondre sur une tombe encore chaude. « Elle veut me l'arracher » murmura-t-elle, la voix brisée. « Elle veut m'enlever mon enfant. » Franc ne dit rien. Son souffle s'enroulait dans sa gorge comme une corde prête à rompre. « Et toi, tu vas la laisser faire ? » ?»« Non, » répondit-il. « Mais il faut que j'agisse. Maintenant. » Le soir même, il frappa à la porte branlante d'un vieil ami, Saul Campos, avocat défroqué, mi-sage, mi-fou, connu pour ses plaidoiries flamboyantes et sa fidélité rare. L'homme vivait entouré de livres défaits, de tasses froides et de journaux anciens. Il ouvrit en pyjama, un café grisâtre à la main. « Tu veux que je t'arrache à la noyade ? » « Disons que je suis en train de couler, » répondit Franc. Il lui dit tout. Le test. Fontana. L'attaque judiciaire. Saul écoutait, les yeux plissés comme s'il scrutait une énigme. Puis il ajusta ses lunettes de travers. Ils veulent t'écraser. Très bien. Alors, on les renverse. On contre-attaque. Tu crois qu'on a une chance ? Oui, si tu me dis tout. Même ce que tu caches à toi-même. Franc hocha la tête. Il raconta tout. Jusqu'à Arturo. Pendant ce temps, dans les coulisses d'un théâtre devenu malsain, Fontana et Arturo, chacun jouant sa propre pièce, se retrouvaient à huis clos. Les pions étaient en place, juges alignés, psychologues prêts à diagnostiquer, journalistes affamés. Mais Arturo, fidèle à l'intérêt, réfléchissait déjà à ses propres échappatoires. Il avait accepté le pacte de Fontana pour l'argent et le pouvoir, mais désormais, il sentait que Franc, blessé mais debout, devenait une menace. Un lion qu'on avait cru dompter. Arturo prit son téléphone, contacta un fonctionnaire du registre civil, puis appela un autre avocat de la société. Les associés tiennent le choc ? Non. L'un d'eux pousse pour faire aussi tomber Fontana. Trop de remous. Un silence pesant s'abattit. Arturo pâlit. Fontana, ce volcan de passion, devenait un boulet. Peut-être était-il temps de la lâcher, comme une vieille branche qu'on laisse se briser sous son propre poids. Le lendemain, Franc et Saul franchirent les portes du tribunal. D'un pas lent mais ferme, ils allèrent déposer une contre-attaque. Les accusations pleuvaient, diffamation, violation de la vie privée, manipulation judiciaire. Saul, maître du verbe et des choses-trappes légales, traçait déjà les lignes d'un duel acharné. Dans un couloir où flottait l'odeur du vieux bois et des nerfs tendus, Franc croisa Fontana. Impeccable dans sa robe noire, lunettes opaques, sourire figé comme un masque de porcelaine. « Tu as vu ma requête ? » ?»« Oui. » »« Et on y a déjà répondu. »« Tu ne gagneras pas. Tu n'es pas prêt. Et tu crois que je vais te laisser effleurer mon fils ? Ce n'est pas ton fils, pas aux yeux de la loi. Un trait de plume, et il n'existe plus. Mais il vit dans mon cœur. Et là, ni tes avocats, ni ton argent ne peuvent l'effacer. » Fontana ne sut que répondre. Son regard vacilla. Elle tourna les talons, furieuse, mais cette fois, un doute s'était immiscé. Cette nuit-là, Rita Liv veilla. Assise sur le bord du lit, elle caressait les cheveux d'ange, endormis contre elle. Le souffle de l'enfant la rassurait, lui rappelait qu'elle était encore debout, que la peur ne l'avait pas emportée. Et pour la première fois, elle se sentit moins seule. Pas forte, mais ancrée. À l'aube, un bruit s'éclatira de son demi-sommeil. Des pas furtifs. Un choc discret.
Elle se leva, les sens aux aguets, et jeta un œil à travers le judas. Le palier était vide. Elle ouvrit. Une grande enveloppe jaune gisait à ses pieds, comme un avertissement silencieux. Elle la ramassa avec précaution. Elle savait déjà ce qu'elle contenait, mais elle espérait encore une erreur, un malentendu, une clémence. Elle l'ouvrit. C'était un licenciement. Brutal. Sans appel. Les motifs étaient alignés avec cynisme. Absence injustifiée, conduite déplacée, manque de professionnalisme. Tous faux. Mais la signature était là, nette, froide, comme une gifle de marbre. Rita-Liv sentit le sol se dérober. Ange s'éveilla, les cheveux en bataille, et demanda si le petit-déjeuner était prêt. Elle esquissa un sourire, recula sa peine sous ses paupières, l'envoya se laver d'une voix douce. Puis elle décrocha le téléphone et appela la maison. Une voix sèche, étrangère, répondit. « Maison Fontana, j'écoute. Je voudrais parler à Madame Fontana. C'est Rita-Liv Hernandez. Madame n'est pas disponible. Je voudrais savoir pourquoi on m'a renvoyé. Vous avez été informé par écrit, Madame. Il n'y a rien d'autre à dire. » Rita-Liv resta figée, le combiné encore collé à l'oreille, comme si elle attendait qu'une voix revienne la chercher dans le silence. Le clic s'écrésonna en elle comme une gifle qu'on aurait laissée en suspens. Elle raccrocha lentement, le souffle court, et appela Franc. Une fois. 2 fois. Pas de réponse. À la 3e tentative, un message tomba, bref, poli, comme un pansement sur une plaie vive. Je suis en réunion. Tout va bien? Elle répondit simplement, comme on jette une pierre dans un puits sans fond. Ils m'ont viré. Moins de 10 minutes plus tard, Franc faisait claquer la porte de l'appartement. Il n'avait pas parlé en entrant. Son visage portait la colère nue, sans filtre, comme une plaie ouverte sous la peau. Il saisit la lettre, la lut sans cligner des yeux, puis la déchira lentement, méthodiquement, comme on brûle un passé qu'on refuse d'hériter. Il relut le message qu'elle lui avait transmis, les mains tremblantes. Il le savait, bien sûr. Il avait anticipé. Mais la douleur de le lire noir sur blanc le consumait malgré tout. C'est elle. Évidemment. C'est Fontana. Elle veut que je disparaisse, Franc. Que je parte loin, que j'efface toute trace, comme une faute. Mais je ne vais pas fuir. Et tu vas faire quoi? Tu vas me trouver un autre boulot? Non. Je vais te sortir d'ici. Elle le regarda, désarmée, méfiante. Où ça? Là où tu pourras respirer. Je ne peux pas te laisser dans cette impasse. J'ai un plan. Il était pour plus tard. Mais on ne choisit pas toujours le jour où on doit se battre. Rita-Liv sentit une résistance sourde naître en elle. Elle ne voulait pas se sentir comme une dette. Elle avait déjà trop cédé. Trop encaissé. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait plus rester ici. L'air même du quartier la jugeait. Le propriétaire fuyait son regard, l'épicier détournait les yeux, et une voisine, couverte de charité hypocrite, lui avait glissé un message qui sonnait comme une gifle masquée. Réfléchis bien, Rita-Liv. Parfois, il faut savoir partir avant que le scandale ne t'enterre. Franc l'emmena voir l'appartement des 7 après-midi-là. Une petite unité modeste, propre, gardée, située dans un quartier calme. Rien de somptueux. Mais un abri. Un lieu de recommencement. Il l'avait déjà loué, quelque part entre la prudence et la peur que le pire arrive. Rita-Liv resta debout au milieu du salon vide, les clés froides dans la main, oscillant entre gratitude et vertige. Elle ne savait pas si elle devait pleurer, le remercier, hurler. Tu n'étais pas obligé. Si. Je l'étais. Pas pour toi. Pour Ange. Et parce que je refuse de la regarder te broyer sans lever le petit doigt. Elle inspira, les poumons noués d'un mélange d'épuisement et de dignité meurtrie. Elle s'assit sur le sol nu, il n'y avait encore ni meubles, ni rideaux, juste les échos d'un futur à bâtir. Et observa son fils faire rouler son sac à dos comme s'il s'agissait d'un trésor. Et si elle continue? Qui? Fontana. Et si elle ne s'arrête qu'après nous avoir anéantis? Franc la regarda sans détourner les yeux. Alors on se battra avec ce qu'on a. Mais moi, je ne m'enfuirai pas. Ce soir-là, ils mangèrent à même le sol, entre des cartons griffés de vie, dans l'odeur persistante de la peinture fraîche. Pas de télévision. Pas de confort. Juste eux.
Et ce fragile sentiment que, dans le chaos, naissait peut-être une vérité. Ange leva les yeux vers eux, un reste de confiture aux commissures. Pourquoi on a déménagé? Rita-Liv lui caressa les cheveux doucement. Parce qu'ici, on sera mieux, mon cœur. Et mon école? On va t'en trouver une encore plus belle. Avec une cour immense. Et des balançoires qui volent jusqu'au ciel. L'enfant hocha la tête, confiant, puis retourna jouer. Fran les regardait, elle et l'enfant, comme on regarde un feu de camp dans une nuit noire. Il avait tout perdu, peut-être. Mais dans cette pièce nue, il tenait enfin quelque chose d'essentiel. Ce n'était pas une victoire. C'était une paix. Pendant ce temps, dans les hauteurs dorées d'un rooftop, Fontana sirotait un cocktail au reflet sanglant, en compagnie d'une amie trop maquillée pour être honnête. Elle riait, sûre d'elle, croyant avoir conquis un empire. Son téléphone vibrait sans cesse, face contre table. Elle ne regardait pas. Elle ne savait pas encore. Ce n'était pas un appel. C'était une morsure. Une preuve. Un début de chute. Jeudi, la chaleur s'était levée comme une chape sur la ville. Rita-Liv essayait de jouer la comédie du quotidien. Ange s'amusait sur le tapis avec un camion rouge. Fran, les sourcils froncés, passait en revue des papiers, tentant de sourire chaque fois que l'enfant levait les yeux vers lui. Il vivait ici depuis peu. C'était encore fragile. Mais quelque chose s'installait, une douceur neuve, timide, comme une plante qu'on arrose avec hésitation. Rita-Liv sortit pour acheter du pain et du lait. Elle marchait vite, le front moite, et cette impression d'être suivie lui collait au talon. Elle se retourna une fois. Rien. 2 fois. Personne. Pourtant, son ventre se serrait. Elle remonta les escaliers. Et là, devant la porte, son souffle s'étrangla. Il était là, appuyé contre le mur, comme s'il n'était jamais parti. Joël. Celui qui s'était évaporé quand elle portait leur enfant à peine formé dans son ventre. Et Had le visage creusé, les yeux cernés, une barbe oubliée, et ce sourire qui faisait peur. « Salut, Rita-Liv » lança-t-il d'un ton qui prétendait à la familiarité. Les sacs glissèrent de ses mains. Elle recula, comme si la douleur avait soudain repris forme humaine. « Qu'est-ce que tu fais là? C'est comme ça que tu me reçois? Je pensais que tu serais contente. Comment tu m'as trouvé? J'ai mes façons. Et puis, j'ai de l'intérêt. » Fran, alerté par les voix, ouvrit la porte. Il aperçut Rita-Liv, livide, face à un homme qu'il ne connaissait pas. Il sortit immédiatement. « Tout va bien ?» Joël le jaugea de bas en haut, comme on mesure un obstacle. « Et toi, t'es qui? » Fran. « Et toi? » Joël. Le père d'Ange. Un silence épais s'abattit. Rita-Liv sentit son estomac se vider. « Quoi? » demanda Fran, sidéré. « Tu m'as bien entendu, le Richard. Légalement, ce gamin, c'est le mien. C'est mon nom sur l'acte de naissance. » Fran se tourna vers Rita-Liv. Elle ne trouvait plus ses mots. Elle hocha la tête, les yeux embués. Il était parti. J'étais seul. Quand Ange est né, il fallait un nom. Je ne voulais pas qu'il grandisse sans père. Alors, j'ai mis le sien. Joël eut un rire sec. Touchant, non? Et pourquoi tu reviens maintenant? Demanda Fran, la mâchoire serrée. Parce que j'ai vu que le gamin faisait parler de lui. Que t'étais le père biologique. Que ça parlait de fric, de procès. Et moi, j'aime bien ce genre d'opportunité. Rita-Liv venait d'être congédiée, sans un mot de plus que l'encre froide d'un courrier administratif. Fran, les mains tremblantes de rage, déchira le papier en 1000 éclats, comme s'il voulait effacer l'injustice par la force de ses doigts. « C'est elle » murmura-t-il entre ses dents serrées. « Fontana. Elle veut t'effacer, toi et notre fils. Mais je ne la laisserai pas triompher. » Rita-Liv, les yeux fatigués par des nuits sans sommeil, leva la tête. « Et que comptes-tu faire? Me dégoter un emploi en claquant des doigts? Non. Te sortir de cet enfer. » Elle haussa les sourcils. « Où ça, Fran? Là où le ciel est un peu moins lourd. J'avais un plan en réserve. Il est temps de l'ouvrir. » Elle resta figée. L'orgueil, ce vieux compagnon d'infortune, luttait contre la fatigue. Mais les regards pointus des voisins, les messes basses sur les paliers, les messages empoisonnés glissés sous la porte comme des serpents, l'épuisaient.
Franck lui montra un appartement. Petit, modeste, mais propre. Un lieu où le silence ne serait plus un piège. Il tendit les clés. Elle les prit, entre gratitude et fierté froissée. Tu n'y étais pas obligé. Si. Pour Ange. Et parce que je refuse de laisser Fontana dicter nos défaites. Elle s'assit sur le sol nu, là où le carrelage portait encore l'odeur de la peinture. Elle observa Ange jouer, insouciant, sa voix résonnant dans l'espace vide comme un chant d'oiseau. Le téléphone vibra. Une voix sèche, mécanique. Madame Ritalive, l'inscription de votre fils est suspendue. Temporairement. Suspendue? Pourquoi? Disons, une mise en pause. Elle raccrocha, la gorge nouée. Franck, inquiet, appela aussitôt Saul. À l'autre bout du fil, la voix monta d'un cran. C'est illégal. Je vais m'en charger. Mais préparez-vous. Les éclairs ne viennent jamais seuls. Ce soir-là, ils dînèrent à même le sol, au milieu des cartons. Ange, une cuillère à la main, interrogea sa mère. Pourquoi on a changé de maison? Pour qu'on soit mieux, mon cœur. Et l'école? On en trouvera une belle. Avec des murs pleins de dessins. Franck les regardait, muet. Dans ses yeux, pas de regret, seulement une détermination calme. Une voix intérieure lui soufflait que ce combat, aussi rude soit-il, était le bon. Pendant ce temps, sur une terrasse au verre scintillant, Fontana levait sa coupe, inconsciente que l'arrogance précède toujours la chute. Un vieux proverbe dit « Quand le léopard danse en plein jour, c'est qu'il a oublié la flèche du chasseur ». Le lendemain, Ritalive sortit acheter du pain. Une tension étrange flotta dans la rue, comme si les murs avaient des oreilles. Lorsqu'elle rentra, un homme attendait devant sa porte. Amaigri, la barbe en désordre, les yeux fendus d'un sourire glacial. « Salut, Ritalive. » Elle laissa tomber ses sacs. L'instinct, ce chien fidèle, lui hurlait de fuir. « Que fais-tu là, Joël? »« J'ai mes sources. Et mes raisons. » Franck surgit, alerté par le bruit. « Il y a un problème ici ?» Joël planta ses yeux dans les siens. « Joël. Le père d'Ange. » Ritalive blêmit. Franck, cloué par la stupeur, articula. « C'est vrai ?» Elle hocha la tête. « Je ne pensais pas qu'il reviendrait. C'était seulement, pour l'acte de naissance. » Joël eut un rire sans joie. « Cet enfant m'appartient. J'ai des droits. Juridiquement. » Franck serra les poings. « C'est Fontana qui t'a envoyé ?» Joël haussa les épaules, moqueur. « Crois ce que tu veux. À bientôt, au tribunal. » Et il s'éloigna, en laissant derrière lui une traînée d'ombre. Ritalive, en larmes, s'effondra contre le mur. « Il est vraiment inscrit comme père? » « Oui. Je croyais que ce ne serait qu'un papier. En justice, il pourrait te l'enlever. » Elle ferma les yeux. « Il ne connaît rien de lui. »« Rien. » Franck posa une main douce sur son épaule. « On ne pliera pas. On se battra. Ensemble. » Cette nuit-là, dans un bar au néon blafard, Joël retrouva Fontana. Elle lui tendit une enveloppe, fine comme une lame. « Bien joué. Ce n'est que l'échauffement. Le vrai coup arrive, répondit-il. Ils trinquèrent, deux vipères dans la lumière. Un vendredi matin, Franck partit voir un juge, épaulé de Saul. Le visage grave, il savait que le destin se joue parfois dans le silence des couloirs de justice. Ritalive, restée avec Ange, tentait d'étouffer son angoisse. L'enfant s'ennuyait, les crayons restaient muets. Elle répétait, comme un sortilège. « Tu retourneras bientôt, mon amour. » Mais dans ses yeux, l'effroi creusait lentement son nid. Ce midi-là, le ciel était gris, suspendu, comme s'il pressentait le drame à venir. Ritalive reçut un appel du DIF. Une voix administrative, sans âme, lui glissa. « Madame, veuillez venir signer quelques documents. Ce sera bref, 20 minutes tout au plus. » Saul avait réclamé ce rendez-vous pour soutenir la demande de garde. 3 fois, Ritalive tenta de joindre Franck. 3 appels sans réponse, avalés par le vide. Elle hésita, regarda Ange. L'emmener? Trop compliqué.
Elle se tourna alors vers Doña Marie, sa voisine du dessous, une vieille dame au cœur tendre. « Doña Marie, pourriez-vous veiller sur Ange, juste une demi-heure ?»« Bien sûr, ma fille. Va, je m'en occupe. » Elle monta l'enfant, le laissa devant des dessins animés, un jus de fruits à la main. Un baiser sur le front. Elle sortit vite, jetant des regards anxieux sur chaque palier. Elle signa les papiers, 20 minutes, pas une de plus. Sur le chemin du retour, elle soupira, soulagée. Mais en montant, une sensation glaciale naquit au creux de sa nuque. Elle frappa à la porte de Doña Marie. Silence. Doña Marie? Elle frappa plus fort. Rien. Alors elle descendit. L'appartement paraissait calme, ordinaire, sauf qu'Ange n'était pas là. Le cœur battant, elle remonta. Doña Marie? C'est moi, Rita Live. Ange est chez vous? La porte s'ouvrit lentement. Il m'a dit que tu étais rentré. Il voulait juste aller aux toilettes. Il est descendu chez toi? Mais je ne l'ai pas vu. Il n'est pas là. Il a disparu. Elle dévala l'escalier, chaque pas un cri dans l'ombre. Ange! Ange, mon cœur! Pas un bruit. Pas un souffle. Elle appela Franc. Les mains tremblaient, la voix vacillait. Je ne trouve plus Ange. Comment ça? Je l'avais laissé avec Doña Marie. Elle dit qu'il est redescendu seul, mais il n'est pas là. Franc, il n'est nulle part. Franc raccrocha sans un mot. Il déboula moins de 10 minutes plus tard, le cœur dans la gorge, les pneus crissant comme un cri. Il appela la police. Les agents arrivèrent, méthodiques, posèrent 1000 questions, interrogèrent chaque étage. Personne n'avait vu l'enfant, jusqu'à ce qu'un jeune homme du 3e étage s'approche. J'ai vu un type partir avec un gamin. Il disait que c'était son père. À quoi il ressemblait? Maigre, barbe, casquette. Le petit n'a pas crié. Mais il avait l'air perdu. Joël, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait. Le ton changea. La tension grimpa. Un rapport fut établi. Les recherches commencèrent. Franc partagea chaque photo d'Ange, chaque détail sur Joël. Les couloirs bourdonnaient de murmures. Le chaos s'installait. Rita Live, blême, accrochée à sa tête, répétait. C'est ma faute. Je n'aurais jamais dû le laisser. Assez, Rita Live. On va le retrouver. Et s'il l'emmène loin? Je le pourchasserai jusqu'à la fin du monde. Cette nuit-là, nul ne ferma l'œil. Franc et Saul remuèrent ciel et terre. Un nom ressurgit d'un vieux dossier, Joël. Pas de casier, mais une plainte ancienne pour abandon d'enfant. Une chose seule était certaine, Ange avait disparu. Et chaque seconde mordait un peu plus le cœur. Quelque part dans la ville, cernée d'arbres noueux, une cabane abritait un sommeil volé. Ange dormait dans un lit inconnu. Un homme le fixait en silence. Un téléphone vibra sur la table. Un message s'afficha. Tout se passe comme prévu. Mais ne fais pas le malin. Fontana. Dans le même souffle de nuit, les réseaux flambèrent. Un visage d'enfant s'étala sur tous les écrans. Une légende choque. Le fils caché de Franc Morera a disparu. Le scandale enflamma les médias. Chaque émission s'en empara. Les influenceurs postaient, spéculaient. Les débats devenaient hystériques. Rita Live suffoquait. Son fils transformé en feuilleton national. Sa dignité broyée. Et quelqu'un tirait les ficelles, sans pitié. Fontana, depuis sa tour vitrée, un verre de vin à la main, regardait défiler les commentaires. Un sourire cruel au bord des lèvres. Mais la tempête tourna. Un journaliste indépendant publia une vidéo issue d'une caméra de sécurité. On y voyait Joël, casquette vissée, portant Ange endormi. Le choc fut la légende. Joël aurait été contacté par Fontana avant sa réapparition. Ce n'est pas un conflit. C'est une vengeance. Le nom de Fontana devint viral. Les opinions basculèrent. Elle a manipulé un enfant? Cette femme doit être jugée. Fontana perdit pied. Elle appela Joël. Silence. Elle appela Arturo. C'est toi? Tu as diffusé la vidéo? Non. Mais tu perds le contrôle, Fontana. Il raccrocha.
Au commissariat, Franc et Rita-Liv déposèrent plainte. Le commissaire les informa. Le téléphone de Joël a été localisé. Zone rurale, limite de Morlaix. Des patrouilles partirent. Saul arriva. J'ai trouvé une vidéo, Fontana et Joël ensemble, il y a quelques semaines. Dans un restaurant. Preuve qu'elle était complice. Le visage de Fontana fit irruption aux infos. Non plus comme égérie de mode, mais comme suspecte. Un juge, entre-temps, accepta d'ouvrir le dossier de paternité. Franc allait être reconnu officiellement comme le père d'Ange. Et la vérité, comme toujours, commençait lentement à remonter. Mais tout cela n'avait plus aucun sens tant qu'Ange demeurait introuvable. Cette nuit-là, alors que Rita-Liv luttait en vain pour s'arracher au tourment du sommeil, Franc restait figé, les yeux accrochés au plafond comme à une question sans réponse. L'épuisement le rongeait. Comment en était-il arrivé à cet abîme? Il n'aspirait plus qu'à une seule chose, sentir le souffle chaud de son fils contre sa poitrine. Dans la cabane, Joël parlait à une bouteille vide, naufragé de ses propres actes. Tout fout le camp. Ange, recroquevillé dans un lit étroit au fond de la pièce, l'observait sans ciller. Il ne pleurait pas, mais chaque muscle de son petit corps vibrait d'un instinct de survie. Il savait. Il savait que cet homme n'était pas son père. Et dans le secret de son silence, l'enfant avait déjà commencé à inventer sa fuite. Cette nuit-là sembla infinie. Rita-Liv resta éveillée, chaque minute un supplice. Franc, lui non plus, ne dormit pas. Le téléphone vibrait sans relâche. Les autorités réclamant des précisions, les avocats partageant des pistes, les journalistes, comme des vautours, à l'affût de déclarations. Et les messages anonymes tombaient, perfides, remplis de haine, d'accusations, d'absurdités. Le pays entier semblait dévoré par leur drame, mais eux n'avaient qu'un seul désir, ramener Ange à la maison. À l'aube, Saul surgit, l'expression trouble. Ce n'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle. Mais, étrange. Franc se redressa d'un bond. Qu'est-ce que tu veux dire? Une caméra de Cuernavaca, dans une station-service, a capté une voiture ancienne aux plaques masquées. Elle correspond à celle que Joël pourrait avoir utilisée. Puis plus rien. Elle disparaît, comme avalée par la terre. Tu crois qu'il a reçu de l'aide? Pas une aide ordinaire. Quelqu'un qui sait comment brouiller les traces. Fontana? Peut-être. Ou alors, Joël a plus de ressources qu'on ne pensait. Saul sortit alors de son sac une feuille chiffonnée, griffonnée à l'encre bleue. Un employé à Tépotlan a trouvé ça derrière son comptoir. Il dit qu'un enfant est venu seul, est allé aux toilettes, puis a disparu. En fouillant les poubelles, ils ont trouvé cette lettre. Franc lut à voix basse, la gorge nouée. Je m'appelle Ange. Un monsieur dit qu'il est mon papa mais c'est pas vrai. Je suis dans une maison avec des arbres, un chien marron, un vélo rouge. Je veux retourner avec ma maman. Le cœur de Franc éclata. Rita-Liv, recroquevillée dans un coin, posa une main sur sa bouche pour étouffer un cri. C'est lui. C'est son écriture. J'ai un contact là-bas. On part tout de suite, dit Saul. Franc attrapa les clés, enfila une veste. Rita-Liv voulut suivre, mais l'avocat l'arrêta. Si Joël te voit, il pourrait paniquer. Laisse-nous faire. La route fut une plaie ouverte. Le soleil tapait dur, le trafic ralentissait tout. Franc gardait le silence, mâchoire crispée, les doigts tatoués sur le volant. Ils atteignirent Tépotlan aux environs de midi. Ils montrèrent la lettre, des photos d'Ange et de Joël à chaque commerce, chaque visage croisé. Tous secouaient la tête, jusqu'à ce qu'une femme en tablier murmure. Un homme qui boitait un peu? Un petit garçon silencieux? Oui. Ils sont venus. Du pain, des nouilles. Le gamin ne disait rien, juste les yeux. Vous savez où ils sont allés? Vers la montagne. Le vieux chemin. Il y a des cabanes là-haut. Abandonnées pour la plupart. Sans attendre, Franc et Saul s'engagèrent dans le sentier rocailleux. À chaque pierre, la voiture grinçait, comme si elle aussi retenait son souffle. 3 cabanes vides, puis, de la fumée. Un mince filet s'élevait entre les branches. Un chien brun, attaché à un arbre. Comme dans la lettre.
Franc descendit. Ses pas pesaient comme le destin. Saul le suivait, téléphone prêt à capturer la vérité. La porte était entrebâillée. Franc l'ouvrit lentement. Ange, assis au sol, une petite valise contre son ventre, regardait la porte comme s'il savait que quelqu'un viendrait enfin. « Papa !» Franc bondit, le serra contre lui, l'embrassa avec une force fiévreuse. « Je suis là, mon champion. C'est terminé. Tu es sauvé. » L'enfant pleurait en silence, cramponné à son cou comme à une bouée. « Joël ?» demanda Saul. « Parti chercher à manger. Mais il tarde, » murmura Ange. « On s'en va maintenant. Plus personne ne te fera de mal. » Dehors, ils appelèrent la police. Une alerte fut lancée. Joël devint un fugitif. 1 heure plus tard, Ange retrouvait les bras de sa mère. « Maman !» Rita-Liv l'enlaça avec une force primitive, comme si elle recollait les morceaux d'un monde fracassé. Et déjà, les médias changeaient de ton. Le père retrouvé. L'enfant libéré. Une lettre, une cabane, un chien brun. L'histoire faisait pleurer les écrans. Dans un motel perdu, Joël regardait les infos, défait. Il savait, il avait perdu. Mais Fontana refusait d'admettre la fin. Elle s'était enfermée la veille. Plus de vin. Juste le téléphone qui vibrait, et des yeux fuyants. Chaque notification la frappait comme une gifle. Manipulation, enlèvement, corruption. Et cette vidéo, elle, dans un restaurant, glissant une enveloppe à Joël. L'image parlait d'elle-même. Les journalistes avaient reconstitué le puzzle. Elle n'avait pas seulement voulu nuire à Franc. Elle avait voulu anéantir Rita-Liv. Et elle avait échoué. Ce matin-là, Franc donna une conférence. Pas dans un hôtel luxueux, mais dans un centre de quartier. À ses côtés, Rita-Liv, Ange accroché à sa taille. Saul, debout comme un pilier. Je ne suis pas là pour me défendre. Je suis là pour dire la vérité. J'ai eu tort de me taire. J'ai eu tort de laisser faire. Mais désormais, c'est terminé. Cet enfant, c'est mon fils. Et je jure sur mes nuits blanches que je le protégerai, quoi qu'il m'en coûte. Franc tendit aux journalistes des copies de tout ce qu'ils avaient. Des documents légaux, la vidéo compromettante de Fontana, les messages dans lesquels elle évoquait sans détour son intention d'influencer le juge. Rien ne fut gardé sous silence. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une affaire de justice, de dignité. Les médias s'embrasèrent. En quelques heures, ce ne fut plus seulement une affaire nationale. Elle franchit les frontières, devint mondiale avant même que le jour ne s'éteigne. Dans sa villa perchée sur les hauteurs, Fontana contemplait, impuissante, l'écroulement de son empire. Ce n'était plus une tempête de ragots. C'était une procédure judiciaire. Un mandat de comparution venait d'être émis. Elle allait devoir répondre de ses actes, peut-être être inculpée pour complicité criminelle. Ce n'était plus une rumeur, c'était du pénal. Arturo l'appela. « Je ne peux plus rien pour toi, Fontana. Ils vont te faire tomber. Et si je reste, je tombe avec toi. Tu avais promis de m'aider. Tu m'as trompé. Tu as dépassé la ligne. Ce n'est plus une querelle mondaine, c'est un crime. » Et il raccrocha. Fontana resta là, devant l'écran noir de sa télévision, où son propre reflet la regardait avec mépris. Pour la première fois, elle sentit une peur qui n'avait rien à voir avec la réputation ou les apparences. C'était une peur nue, primitive, celle de tout perdre. Peu après, le téléphone sonna de nouveau. C'était la voix colérique de son père, vieil homme de pouvoir aux tempes grises. « Que as-tu fait? Attaquer un enfant? T'emmêler dans une affaire judiciaire? Tu viens de tous nous enterrer. » Elle tenta une justification. Il ne l'écouta pas. Il lui raccrocha au nez. La chute était en cours. La société qu'elle avait cofondée avec Franc reposait sur des investisseurs influents, des gens que seul le prestige faisait mouvoir. Ils comprirent rapidement. Fontana devenait un fardeau. L'un après l'autre, ils prirent leur distance. Discrètement. Fermement. Une convocation lui parvint, réunion à huis clos. Officiellement, il s'agissait de discuter de sa position dans l'entreprise. Elle s'y rendit,
droite comme un chêne blessé, dans un tailleur hors de prix. Mais le masque n'opérait plus. Les regards avaient changé. Personne ne l'accueillit. Personne ne la défendit. Don Carlos Gutiérrez, le pilier du conseil, parla sans détour. Il faut que tu partes. Si tu refuses, nous t'évincerons. Vous me chassez pour avoir défendu ma famille? Non. Pour avoir piétiné notre nom, sali ce que nous avons bâti. Pour avoir confondu vengeance personnelle et pouvoir d'influence. Elle ravala ses mots. L'envie de crier, de tout renverser, l'envahit. Mais elle savait. Elle avait perdu. Elle prit son sac, se leva sans dire un mot, quitta la salle. Ses lunettes noires dissimulaient cette fois non pas la vanité, mais les tremblements de ses yeux. Elle n'était plus rien, ni épouse, ni associée, ni souveraine d'apparence. Ce même soir, Franc la croisa une dernière fois. Dans un couloir étroit du tribunal. Elle en sortait, pâle, après avoir signé un document. Lui y entrait, pour déposer la demande de garde provisoire d'Ange. Leurs pas se croisèrent. Elle l'arrêta d'un regard vide. « Tu jouis de me voir ainsi ?» Franc marqua un silence. Puis, d'une voix calme. « Non. Je suis triste. Triste que tu en sois arrivé là. Tu n'as pas seulement perdu un procès, Fontana. Tu as perdu le respect. » Elle ne répondit rien. Ni larmes. Ni cris. Seulement le silence d'une femme qui sait. Puis elle tourna les talons. Ce fut la dernière fois qu'on la vit en public. 2 mois passèrent. 2 mois comme une saison entière, lourd de lente reconstruction. Les journaux passèrent à d'autres scandales. Les plateaux télé changèrent de cible. Le monde oublia. Mais pour Franc et Ritalive, la plaie n'était pas guérie. Elle se refermait, doucement. Le nouvel appartement avait des rideaux pâles, choisis avec soin. Le salon, encore nu, résonnait du rire d'Ange. Il avait son lit, ses jouets, ses petits habits pliés avec tendresse dans un meuble en pin clair. Ce n'était ni vaste ni luxueux, mais la paix y vivait. Franc n'avait plus de costume. Il marchait en jean, t-shirt froissé, baskets usées. Il avait coupé ses cheveux, gardé une barbe douce. Il semblait plus proche de lui-même. Il avait tout vendu. Ses parts, son nom. Non par vengeance, mais par nécessité intérieure. Il n'était plus un homme d'image. Il voulait respirer. Il avait gardé de quoi vivre. Juste l'essentiel. Avec cet argent, il racheta un petit café à San Geronimo. Quelques tables bancales, des chaises sans famille, et l'odeur du pain chaud au lever du jour. Ce n'était pas brillant. Mais les gens entraient. Restaient. Revinrent. Et cela suffisait. L'arbre qui a plié sous la tempête portera des fruits plus vrais, dit un vieux proverbe. Franc, enfin, se sentait vivant. Ritalive travaillait désormais à ses côtés. Elle avait d'abord décliné l'offre, mais Franc insista, avec cette voix grave qu'on ne sait jamais trop comment contrer. Tu n'es pas une employée ici. Tu es une part vivante de ce lieu. Elle fit ce qu'elle savait faire, donner du goût au monde. Elle cuisinait, organisait, accueillait avec cette chaleur rare qui donne aux murs des airs de famille. Franc gérait la caisse, échangeait des sourires avec les habitués, nettoyait les tables. On ne le reconnaissait pas, ou alors on faisait semblant. Pour tous, il était devenu simplement Franc, celui du petit café. Ange, lui, avait intégré une école publique du quartier. Rien d'élitiste, mais des maîtresses patientes, des enfants rieurs. Les premiers jours furent rudes. La nuit, il se réveillait en sursaut, le corps secoué de peur, criant qu'il ne voulait pas partir avec un inconnu. Alors Ritalive s'allongeait près de lui. Le serrait. Franc restait, une main posée sur l'enfant, veillant sans mots. Peu à peu, les cauchemars s'effacèrent. Ange rentrait de l'école avec des taches de peinture sur les manches, des dessins froissés dans le cartable et des histoires dans les cheveux. Il disait « Papa » sans chercher l'assentiment de sa mère. Il le disait comme une évidence, avec le droit de celui qui a été blessé et enfin réparé. Un après-midi tranquille, alors qu'il lavait les tables, Franc demanda « Tu t'étais imaginé ça, toi? Ça quoi? Nous. Comme ça. » Elle leva les yeux, essuya une mousse de savon sur son poignet.
Jamais. Mais c'est bien. Et toi, tu es heureux? Il ne répondit pas tout de suite. Elle ajouta. Moi, je suis en paix. Et c'est plus rare que le bonheur. Ce soir-là, Franc et Ange assemblaient un puzzle d'animaux sur le tapis. Rita Liv, en retrait, préparait un chocolat chaud. À la radio, une mélodie douce vibrait, celle qu'on ne nomme jamais mais qui colle à la mémoire. Papa, cette pièce va où? À côté du lion. Tu vois? Le lion protège toujours les siens. Comme moi, je te protège. Franc l'enlaça. Sans mots. Juste le cœur contre le cœur. Plus tard, la maison endormie, il s'assit seul sur le balcon. Il ouvrit une vieille conversation sur son téléphone. Fontana. Pas un message récent. Juste un silence figé. Il pensa lui écrire « J'espère que tu trouveras la paix ». Mais il n'écrivit rien. Il effaça la conversation. Ferma le téléphone. Et contempla les lumières de la ville. Il avait perdu bien des choses. Mais gagné ce qu'il ignorait avoir toujours cherché. Un dimanche paisible. 2 tables occupées dans le café. Un vieux couple lisait le journal. Une jeune femme tapait sur son clavier. Franc rinçait les tasses. Rita Liv sortait des cookies du four. Ange dessinait un dragon sur du carton recyclé. La radio chantait bas. Ce calme-là fait peur parfois, tant il semble fragile. La clochette tinta. Bonjour, dit une voix de femme. Rita Liv leva les yeux. Elle l'a reconnue immédiatement. Donia Soko. Une vieille femme qui avait travaillé pour les Santillans, avant elle. Une femme droite, tendre, pilier discret du passé de Franc. Donia Soko? S'étonna Rita Liv. Que faites-vous ici? La vieille dame s'approcha lentement, un sac en toile entre les mains. Fatigué, mais digne. Je cherche Franc. Il sortit du comptoir, les mains humides encore. Donia Soko. Quel bonheur de vous revoir. Bonjour, mon petit. Enfin, tu n'es plus si petit. On peut parler? Seul? Rita Liv emmena Ange au fond du café. Pas de questions. Juste un silence attentif. Soko et Franc s'assirent. Elle sortit un courrier ancien, jauni, plié comme un secret gardé trop longtemps. C'est pour toi. Une lettre de Rita Liv. Elle me l'avait laissée quand elle est partie, il y a longtemps. Elle a dit, si un jour il demande, donne-la lui. Tu n'as jamais demandé. Alors j'ai attendu. Jusqu'à ce que je te voie à la télé. Et j'ai su. Tu étais prêt. Elle se leva, s'en alla comme on rend une dette sacrée. Franc resta là. Ouvrit l'enveloppe. L'écriture tremblait de Rita Liv plus jeune. Franc, si tu lis ceci, c'est que le temps a fait son œuvre. Je ne veux ni pardon ni retour. Juste dire ce que je n'ai jamais eu la force d'avouer. Ange n'a pas été le premier. Il y a eu une autre grossesse. Nous étions jeunes, fous. Tu étais déjà avec Fontana. J'étais seul. Ma famille m'a soutenu. Mais il ne pouvait pas élever un enfant. Je l'ai donné. Légalement. À une famille stable. Je n'ai jamais voulu savoir. Je voulais juste qu'il ait une vie que je ne pouvais pas lui offrir. Je suis désolé. Si tu veux le chercher, je comprendrai. Mais ne me hais pas. Franc resta pétrifié. Un autre fils. Quelque part. Plus un enfant. Peut-être déjà adulte. 18, 19 ans? Avait-il cherché ses origines? Savait-il seulement? Il rejoignit Rita Liv. Je dois te parler. Elle comprit. Elle hocha la tête. Tu as lu la lettre. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? J'avais peur. C'était une autre époque. Je pensais que ça détruirait tout. Et tu ne l'as jamais cherché? Non. C'était une adoption fermée. Je ne sais rien. Seulement qu'il est parti avec un couple à Guadalajara. Franc inspira longuement. Tu crois qu'il sait? Peut-être pas. Peut-être qu'il vivra toute sa vie sans savoir. Mais une part de nous est là-bas. Et ça fait mal. Cette nuit-là, tandis qu'Ange dormait, Franc et Rita Liv restèrent assis sur le sol, 2 tasses de café refroidies entre les mains. Tu vas le chercher? Demanda-t-elle. Il mit longtemps à répondre. Je ne sais pas. Mais s'il me cherche, je veux être là.
Le café était fermé. La rue dormait. Fran la regarda longtemps. Je te promets, s'il revient, je ne le laisserai plus repartir. Elle prit sa main. Aucun mot de plus. Car certaines histoires ne se terminent pas. Elles attendent juste le prochain chapitre.